M. de Valmont a étranglé la fille de son tapissier pour couvrir une dette honteuse. Il pensait que le vieil esclave était trop brisé pour réagir, mais il a oublié que cet homme préparait son lit chaque soir. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la couture invisible du matelas cachait un appât sanglant pour les bêtes qui hantent les murs de la demeure. La vengeance ne viendra pas d'une lame, mais de milliers de dents affamées à tirer dans le silence de la chambre. À la fin de cette nuit, le maître perdra son domaine et sa peau. Regardez bien cet homme. Basile a 60 ans. Ses mains sont sèches, marquées par des décennies de travail sur le cuir et la laine, mais elles ne tremblent jamais. En 1780, sur la plantation de la Belle-Terre en Guadeloupe, Basile est une ombre indispensable. Il est le tapissier d'élite. C'est lui qui répare les fauteuils en velours où les riches colons s'assoient pour discuter du prix du sucre. C'est lui qui recoud les rideaux de soie qui cachent la laideur du monde extérieur. Et c'est lui, surtout, qui entretient le lit de M. de Valmont. La Belle-Terre porte mal son nom. L'air y est lourd, saturé par l'odeur de la mélasse fermentée et de la sueur. Mais dans la grande maison, on essaie de faire semblant. On parfume les couloirs, on cire les parquets. Valmont veut du luxe. Il veut que son lit soit le plus doux de l'île, un nuage de laine et de plumes pour oublier qu'il est ruiné. Car c'est là le premier secret de cette maison. Valmont n'a plus un sou. Ses navires ont coulé, ses récoltes ont pourri et ses dettes de jeu à Basse-Terre ont fini par le rattraper. Mais le pire n'est pas la ruine. Le pire, c'est ce qu'il a fait pour tenter de la cacher. Il y a 3 mois, l'associé de Valmont est mort dans des circonstances étranges. Un accident de calèche, a-t-on dit. En réalité, Valmont a falsifié l'acte de propriété pour s'emparer de la totalité des parts de la plantation. Mais il y avait un témoin, une jeune fille qui nettoyait le bureau ce soir-là, Marie, la fille de Basile. Elle n'avait que 19 ans. Elle a vu Valmont brûler les papiers originaux. Elle a vu l'homme de loi trembler sous la menace. Et quand Valmont a compris qu'elle savait, il n'a pas hésité. Il l'a étranglée dans l'ombre du couloir un soir d'orage. Il a jeté son corps dans la ravine en disant qu'elle s'était enfuie. Pour lui, ce n'était qu'une servante de plus disparue dans la moiteur de la nuit. Un détail réglé. Il pensait que Basile, le vieux père, accepterait le mensonge comme il avait accepté les coups de fouet pendant 40 ans. Mais ce que Valmont ignorait, c'est que Basile n'est pas un homme qui crie. C'est un homme qui observe. Observez Basile, maintenant. Il est dans son petit atelier au rez-de-chaussée de la grande maison. Devant lui, l'aiguille de tapissier. Une aiguille courbe, longue, en acier poli. Elle brille sous la lueur d'une bougie chancelante. Basile l'a fait glisser entre ses doigts. C'est son outil, mais c'est aussi sa seule amie. Il sait que Valmont a menti. Il a retrouvé un petit morceau de ruban appartenant à Marie, coincé dans le loquet de la porte du bureau. Il sait. Le problème, c'est que Valmont commence à devenir nerveux. Il sent que le silence de Basile est trop épais. Il sent que le vieil homme en sait trop. Alors, pour se protéger, il a ordonné au commandeur, un homme brutal qu'on appelle simplement le capataz, de surveiller les moindres faits et gestes du tapissier. Le capataz déteste Basile. Il déteste son calme, sa précision et surtout le fait qu'il ait accès à la chambre du maître, un privilège que lui n'aura jamais. Mais ce matin-là, la tension monte d'un cran. Un messager arrive à cheval. Le notaire Lefebvre, dépêché de Basse-Terre, sera là d'ici le coucher du soleil. Il vient pour auditer les comptes de la Belle-Terre. Il veut voir les actes de propriété. Valmont transpire. Il sait que s'il ne trouve pas un moyen de prouver sa légitimité, il perdra tout. Il a besoin de temps. Il a besoin que tout soit parfait pour impressionner le notaire. C'est là que le piège commence à se refermer. Valmont fait appeler Basile. L'homme entre dans le bureau, tête basse, le regard fuyant comme on l'attend de lui. Valmont est agité, il fait les 100 pas. Il lui ordonne de refaire entièrement le matelas de la chambre de maître avant l'arrivée du notaire. Il veut que le lit soit impeccable. Il veut montrer qu'il vit encore comme un roi. « Et fais vite, vieil homme !» aboie-t-il. « Si je sens une seule bosse, une seule irrégularité dans la laine, tu rejoindras ta fille dans la ravine. » Basile ne répond pas. Il incline simplement la tête. Mais dans sa poche, ses doigts se serrent sur son aiguille courbe. Il sait que c'est sa chance. La seule. Le travail commence immédiatement. Basile transporte les sacs de laine neuve vers la chambre haute. C'est une pièce vaste, étouffante, remplie de meubles lourds en acajou. Le lit est un monstre de bois sculpté. Mais pour Basile, ce n'est qu'un établi.
Il commence par découdre les coutures latérales du vieux matelas. Le bruit du fil qui craque est le seul son dans la pièce. Dehors, le capataz surveille. Il passe régulièrement devant la porte ouverte, le fouet à la ceinture. Il renifle l'air, méfiant. Il a une peur bleue des rongeurs, une phobie qui fait rire les autres esclaves derrière son dos. Il sait que la vieille demeure est infestée. Les murs sont creux, remplis de galeries creusées par des générations de rats noirs, des bêtes énormes, rendues agressives par la faim. Le capataz crie souvent après les servantes parce qu'il croit entendre des grattements sous le plancher. Basile, lui, ne dit rien. Il sait exactement où sont les rats. Il les entend la nuit. Il sait qu'ils attendent. Alors que le soleil commence sa descente, Clarisse, une jeune servante qui était l'amie de Marie, entre dans la pièce avec un seau d'eau. Elle regarde Basile. Leurs regards se croisent. Il n'y a pas besoin de mots. Clarisse sait ce que Basile prépare. Elle a vu Valmont brûler les papiers. Elle aussi. Elle a vu la peur dans les yeux de Marie juste avant qu'elle ne disparaisse. Le maître est avec le capataz dans l'écurie, murmure-t-elle à peine. Il vérifie les chevaux du notaire. Basile hoche la tête. C'est le moment. Il sort de son tablier un paquet enveloppé dans une toile cirée. À l'intérieur, des morceaux de bœuf frais, de la viande crue qu'il a volée à la cuisine, au péril de sa vie. L'odeur est forte, métallique. C'est l'odeur de la mort qui appelle la vie sauvage. Avec une précision chirurgicale, Basile commence à fourrer les morceaux de viande au cœur même de la laine du matelas. Il ne les met pas n'importe où. Il les place là où les jambes du dormeur se trouveront, là où le ventre reposera. Il les dispose en couches, alternant laine et chair saignante. Pour un œil non averti, le matelas semble simplement reprendre forme, mais à l'intérieur, c'est une bombe biologique. Mais il y a un autre secret, un secret encore plus dangereux. Basile fouille dans la doublure de son propre gilet. Il en sort un document jauni, plié en 4, l'acte de propriété original. Marie ne l'avait pas vu brûler. Elle l'avait sauvé des flammes avant d'être surprise. Elle l'avait confié à son père avant que Valmont ne l'attrape. C'est la preuve ultime. Si le notaire trouve ce papier, Valmont finit à la potence. Basile glisse le document dans une petite pochette en toile cirée pour le protéger de l'humidité et du sang de la viande. Il le place tout au fond du matelas, contre le sommier de bois, juste à côté de l'appât. Soudain, des pas résonnent dans le couloir, des pas lourds. C'est le capataz. Basile ne panique pas. Ses mains s'activent. Il commence à recoudre la bordure extérieure avec son aiguille courbe. Le fil de lin est solide. Ses points sont si réguliers, si serrés, qu'ils semblent faire partie du tissu original. C'est la couture invisible, la marque de fabrique des grands maîtres. Le capataz entre dans la chambre. Alors, vieux débris, on avance? Basile ne lève pas les yeux. Il termine son poing, coupe le fil avec ses dents. C'est fini, monsieur le commandeur. Le lit du maître est prêt pour sa meilleure nuit. Le capataz s'approche du lit. Il pose sa main calleuse sur le matelas. Il appuie. Basile retient son souffle. Si la viande bouge, si un liquide suinte, c'est la mort immédiate. Mais le matelas est ferme. La laine est dense. Le capataz ne sent rien d'autre que la douceur du tissu coûteux. Ça a intérêt à être parfait, grogne l'homme en crachant par terre. Le notaire est dans la cour. Valmont est déjà en train de lui lécher les bottes. Il sort de la pièce, laissant Basile seul. Le vieil homme se redresse lentement. Son dos le fait souffrir, mais son cœur bat avec une vigueur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il regarde le lit. Il ressemble à n'importe quel autre lit de luxe. On ne voit rien. On ne soupçonne rien. Mais l'odeur commence déjà à se diffuser subtilement à travers les fibres de la toile. Pour un humain, c'est presque imperceptible, masqué par le parfum de lavande que les servantes ont vaporisé sur les draps. Mais pour les habitants des murs, c'est un signal de guerre. Basile sort de la chambre, son sac d'outils à la main. En passant devant la porte, il fait un geste rapide, presque invisible. Il glisse son aiguille de tapissier, celle qu'il chérit tant, dans le mécanisme de la serrure. Un petit clic sec. L'aiguille se casse net à l'intérieur. Désormais, la clé pourra tourner, mais le loquet restera bloqué de l'intérieur dès que le verrou sera enclenché. Personne ne pourra sortir. Personne ne pourra entrer. À l'extérieur, le ciel de Guadeloupe s'embrase. Les nuages virent au rouge sang. Le notaire Lefebvre descend de sa calèche. C'est un homme sec, aux yeux perçants, qui n'aime pas le désordre. Valmont l'accueille avec un sourire forcé, mais ses mains tremblent. Il propose un dîner, du vin,
de la viande rôtie. Il veut étourdir le notaire avant de passer aux choses sérieuses. Basile observe la scène depuis l'ombre des cuisines. Il voit Clarisse qui apporte les plats. Il voit le capataz qui se tient près de la porte, l'air nerveux, jetant des coups d'œil au coin sombre de la salle à manger. Les rats ont déjà commencé à s'agiter. On entend des petits bruits derrière les boiseries, des grattements, des couinements étouffés. Valmont rit trop fort, il boit plus que de raison pour se donner du courage. Le notaire, lui, reste sobre. Il pose des questions précises. Où est l'acte original, Valmont? Pourquoi n'ai-je reçu que des copies? Demain, Lefebvre, demain, je vous montrerai tout. Pour l'instant, profitez de l'hospitalité de la belle terre. J'ai fait préparer la chambre d'amis, mais vous insisterez pour prendre la mienne, c'est la plus confortable. Valmont veut faire le grand seigneur. Il veut que le notaire dorme dans son lit, pour qu'il se sente redevable, pour qu'il ressente la puissance de la maison. Il ne sait pas qu'il vient de sceller le sort de l'homme de loi, ou peut-être le sien. Car dans l'esprit de Basile, peu importe qui dort dans ce lit, la vérité est à l'intérieur. Le sang appelle le sang. Et alors que la nuit tombe sur la plantation, le silence devient plus lourd que l'orage qui menace. Les premiers rats pointent leur museau noir à travers les fissures du plancher de la chambre haute. Ils reniflent l'air. Ils sentent la viande fraîche. Ils sentent la promesse d'un festin caché sous le tissu de luxe. Et dans le couloir, le verrou que personne ne pourra plus ouvrir attend sa victime. Le premier acte de la vengeance est cousu. Le piège est tendu. Et ce que Valmont ignore, c'est que ce soir, le maître de la maison ne sera pas celui qui porte l'épée, mais celui qui a su manier l'aiguille. La nuit va être longue, très longue, et les murs ont faim. Le sang de Marie n'avait pas encore fini de sécher dans la ravine que Valmont riait déjà, un verre de madère à la main. Il pensait que le silence s'achetait aussi facilement qu'une cargaison de sucre. Mais ce que personne ne savait dans cette salle à manger étouffante, c'est que la mort était déjà entrée dans la maison, cachée sous les draps de lin blanc. Basile, le vieux tapissier, avait transformé le repos du maître en un hôtel de chair. Le problème, c'est que le temps jouait contre lui. La chaleur de la Guadeloupe ne pardonne pas, et l'odeur de la viande crue commençait à ramper à travers les fibres du matelas. À table, le notaire Lefebvre ne touchait presque pas à son assiette. C'était un homme sec, dont les yeux semblaient fouiller chaque recoin de la pièce à la recherche d'une faille. Il sentait que Valmont mentait. Il voyait la sueur perler sur le front du propriétaire, une sueur qui n'était pas seulement due à l'humidité tropicale. Valmont parlait trop. Il racontait ses succès imaginaires, ses investissements à Saint-Domingue, tout en jetant des regards nerveux vers la porte. Pendant ce temps, dans l'ombre du couloir, Basile attendait. Son cœur battait lourdement contre ses côtes. Il avait réussi à coudre la viande. Il avait caché l'acte de propriété, mais le plus dur restait à faire. Survivre jusqu'à l'aube, sans être découvert. Et c'est là que le premier obstacle surgit. Le capataz, le commandeur à la poigne de fer, n'était pas à table. Il rôdait. On l'entendait marcher lourdement sur la galerie extérieure. Cet homme avait un instinct de chien de chasse. Il s'arrêta soudain devant la porte de la chambre de maître. Il renifla l'air. Un frisson parcourut l'échine de Basile, caché derrière un lourd rideau de velours. Le capataz venait de sentir quelque chose. Pas encore l'odeur de la pourriture, car la viande était encore fraîche, mais l'odeur métallique du sang, une odeur qu'il connaissait trop bien pour l'avoir fait couler si souvent. Le capataz poussa la porte de la chambre. Ses bottes firent grincer le parquet ciré. Il s'approcha du lit massif. Basile, retenant son souffle au point d'en avoir mal aux poumons, voyait l'ombre du colosse se projeter sur le mur. Le commandeur posa sa main sur le matelas, à l'endroit exact où Basile avait fait ses poings les plus serrés. Il fit pression. Le cuir du matelas gémit. À cet instant précis, un bruit de vaisselle brisée retentit dans la cuisine, suivi des cris de la cuisinière. C'était Clarisse. Elle venait de provoquer une diversion volontaire. Le capataz jura entre ses dents, tourna les talons et sortit en courant pour aller rétablir l'ordre. Basile relâcha son souffle, mais ses mains tremblaient. Il savait que ce n'était qu'un répit. Le doute s'était installé dans l'esprit du bourreau. Mais le véritable danger venait de la cuisine. La cuisinière, une femme aux yeux clairs qui ne ratait jamais un gramme de graisse dans son inventaire, hurlait maintenant que quelqu'un avait volé le train de bœuf destiné au ragoût du lendemain. Elle accusait tout le monde. Le capataz, arrivé sur place, commença à aligner les serviteurs contre le mur de pierre. « Qui a pris la viande » rugit-il, faisant claquer son fouet contre sa botte.
Basile savait que s'il était fouillé maintenant, on trouverait des traces de sang sur son tablier de cuir. Des traces qu'il ne pourrait pas expliquer par son travail de tapissier. Il devait se débarrasser de ce tablier, et vite. Mais comment sortir de la maison sans attirer l'attention? Valmont et le notaire étaient toujours dans la salle à manger, juste entre lui et la sortie des domestiques. C'est alors que Valmont commit une erreur fatale. Pour impressionner le notaire et montrer son autorité, il se leva brusquement. Assez de ce vacarme. Lefebvre, venez, je vais vous montrer que mes registres sont en ordre. Ils sont dans ma chambre. Le sang de Basile se glaça. Si Valmont entrait dans la chambre avec le notaire maintenant, l'odeur de la viande, confinée dans la pièce fermée, sauterait au visage de n'importe quel homme sensé. Et pire encore, si le notaire s'asseyait sur le lit pour examiner les papiers, il sentirait l'humidité suspecte qui commençait à imbiber la laine. Mais le destin a parfois un sens de l'humour cruel. Au moment où Valmont posait la main sur la poignée de la porte de sa chambre, le notaire s'arrêta net. « Monsieur de Valmont, » dit Lefebvre d'une voix de glace, « je préfère que nous restions ici. La lumière des bougies est meilleure sur cette table. Et puis, il y a une odeur curieuse qui émane de votre appartement. Une odeur de... boucherie. » Valmont blêmit. Il pensa immédiatement au cadavre qu'il avait semé derrière lui. Son esprit embrumé par le vin imagina que le corps de Marie avait été ramené par un sortilège dans son propre lit. Sa paranoïa, nourrie par ses crimes, devint son pire ennemi. « C'est le climat, monsieur le notaire », bafouilla-t-il. « L'humidité fait remonter les odeurs des marais, rien de plus. » Mais Lefebvre n'était pas convaincu. Il fixa Valmont avec un mépris non dissimulé. « Le climat n'explique pas tout. J'ai entendu dire que votre associé n'avait pas seulement laissé des dettes, mais aussi une fille qui réclame sa part. Où est-elle, Valmont ?» Basile, depuis sa cachette, vit Valmont vaciller. Le piège se resserrait sur tous les fronts. Le secret de la plantation, ce loup A que Basile gardait précieusement, commençait à se fissurer. Valmont savait qu'il perdait pied. Il avait besoin de sommeil. Il avait besoin de réfléchir. Mais son propre lit était devenu une menace qu'il ne comprenait pas encore. Pendant ce temps, dans les combles, le mouvement avait commencé. Les rats noirs de la Guadeloupe ne sont pas comme les rats d'Europe. Ils sont plus gros, plus audacieux. Ils avaient senti le sang. Pour eux, les planchers de bois n'étaient que du papier. Ils commençaient à gratter les lattes, juste au-dessus du lit de maître. Un son de grignotement léger au début, comme une pluie fine sur le toit mais incessant. Le capataz, revenu de la cuisine après avoir battu un innocent pour le vol de la viande, s'arrêta de nouveau dans le couloir. Il entendait les rats. Sa phobie le reprenait. Il se mit à frapper contre les murs avec le manche de son fouet, hurlant aux bêtes de se taire. « Vous entendez ça, Lefebvre » demanda Valmont, tentant de détourner la conversation. « La maison tombe en ruine. C'est pour cela que j'ai besoin de cet acte de propriété, pour obtenir les fonds nécessaires aux réparations. »« Montrez-le-moi alors, » répondit le notaire. « Maintenant. » Valmont n'avait plus le choix. Il devait entrer dans la chambre. Il devait trouver ce maudit papier qu'il pensait avoir brûlé, mais dont il espérait secrètement avoir gardé une copie dans son coffre. Il entra dans la pièce, Lefebvre sur ses talons. Basile, tapi dans l'ombre du balcon extérieur, regardait à travers la persienne. Il vit Valmont ouvrir son coffre d'acajou. Il le vit fouiller frénétiquement parmi les parchemins. Rien. L'acte original était à moins de 2 mètres d'eux, niché dans les entrailles du matelas, protégé par la toile cirée et entouré de morceaux de bœuf qui commençaient à suer sous l'effet de la chaleur. « Je ne le trouve pas ici, » dit Valmont, la voix étranglée. « Il doit être dans le bureau en bas. »« Cherchez bien, Valmont, » insista Lefebvre en s'approchant du lit. « C'est un meuble magnifique, un tapissier d'élite, n'est-ce pas? On m'a dit que vous aviez le meilleur de l'île. » Le notaire posa sa sacoche sur le lit. Le poids fit s'affaisser le matelas. À cet instant précis, une goutte de liquide sombre, un mélange de sang et de suc de viande, s'échappa d'un point de couture qui avait lâché sous la pression et vint tacher le tapis de prix. Basile ferma les yeux. Si le notaire baissait les yeux, tout était fini. Mais la lumière était faible, et Valmont, dans un accès de panique, renversa une bougie, créant une diversion involontaire. La flamme lécha le bord d'une nappe avant d'être étouffée. Dans la confusion, personne ne vit la tache sur le tapis. « Sortons », ordonna Lefebvre, agacé. « Cette chambre est oppressante. Je dormirai ici ce soir, puisque vous me l'avez proposé.
Nous reprendrons nos recherches demain matin à la première heure. Et j'espère pour vous, Valmont, que ce papier apparaîtra. » Valmont acquiesça, soulagé de quitter la pièce. Il ne se doutait pas qu'en laissant le notaire dormir dans ce lit, il venait d'ouvrir la porte à une catastrophe encore plus grande. Car le notaire Lefebvre n'était pas seulement un homme de loi. C'était un homme qui avait le sommeil léger. Une fois les deux hommes sortis, Basile se glissa à nouveau dans la chambre. Il devait vérifier une dernière chose. L'odeur devenait forte. Une odeur sucrée et écœurante de chair qui tourne. Il prit un flacon de parfum de lavande sur la coiffeuse et en vida la moitié sur le matelas. C'était une solution temporaire, un voile fragile sur un monstre. Alors qu'il s'apprêtait à sortir par la fenêtre, il entendit un murmure. Clarisse était là, sur le balcon. « Basile, chuchota-t-elle, le capataz a trouvé ton tablier. Il est dans la cour. Il interroge les chiens. » Le vieil homme sentit un froid glacial l'envahir. Le capataz n'était pas stupide. S'il trouvait du sang sur le tablier de Basile, il ferait le lien. Basile devait récupérer ce tablier ou trouver un moyen de détourner les soupçons. Mais le problème, c'est que le notaire revenait déjà. Il avait décidé de se coucher tôt. Basile n'avait plus le temps de fuir par les escaliers. Il dut se suspendre au rebord du balcon, ses vieux doigts s'accrochant au bois humide, alors que le notaire entrait dans la chambre et fermait la porte à clé. À l'intérieur, Lefebvre soupira. Il retira ses bottes, souffla la bougie et s'allongea sur le lit. Le silence retomba sur la maison, un silence trompeur, car dans les murs, les rats avaient fini de grignoter. Ils étaient maintenant des centaines, massés derrière les plinthes, leurs yeux rouges brillant dans l'obscurité. Ils attendaient que le mouvement cesse. Ils sentaient la viande, ils sentaient le festin. Et Basile, suspendu au-dessus du vide, entendit le premier cri, pas un cri humain. Le cri strident d'un rat qui vient de trouver une entrée dans le matelas. Mais ce que Basile n'avait pas prévu, c'est que le notaire n'était pas la seule personne à avoir des secrets. Alors qu'il luttait pour ne pas lâcher prise, il vit une ombre se glisser dans le jardin, juste en dessous de lui. C'était Valmont. Et Valmont portait une torche et une pelle. Où allait-il? Qu'allait-il enterrer ou déterrer en pleine nuit? Le loup B, ce document caché dans le lit, n'était peut-être pas la seule preuve de la trahison de Valmont. Basile comprit que s'il voulait vraiment détruire le maître, il devait non seulement survivre à cette nuit, mais aussi découvrir ce que Valmont cachait dans la terre de la plantation. Mais ses forces l'abandonnaient. Ses doigts glissaient sur le bois gluant de mousse. À l'intérieur de la chambre, le bruit des rats devenait un tumulte. Le matelas semblait bouger tout seul sous le corps du notaire endormi. Soudain, un bruit de métal brisé résonna dans le silence de la nuit. C'était l'aiguille de tapissier coincée dans la serrure qui venait de se tordre définitivement sous l'effet de la chaleur ou d'une main qui tentait d'ouvrir la porte de l'extérieur. La porte était condamnée. Personne ne pouvait plus sortir. Et Lefebvre, dans son sommeil, venait de poser sa main sur une zone du matelas qui grouillait déjà de vie. Basile lâcha prise. Il tomba dans les buissons de bougainvilliers, le souffle coupé. En se relevant, il vit le capataz se diriger vers lui, le tablier sanglant à la main. « Je t'ai eu, vieux renard !» grogna le commandeur. Mais avant qu'il ne puisse lever son fouet, un hurlement d'une terreur absolue déchira la nuit. Un cri qui venait de la chambre haute, un cri qui ne ressemblait à rien d'humain. Le festin avait commencé. Le cri qui a déchiré la nuit n'était pas celui de Valmont, c'était celui du notaire Lefebvre. Et pour Basile, écrasé dans les buissons sous le balcon, c'était le son d'un plan qui déraillait violemment. Il avait piégé le lit du maître pour détruire un assassin, pas pour livrer un homme de loi à la meute de rats noirs qui infestaient les murs. Mais le problème, c'est que la haine est une lame qui ne choisit pas toujours sa cible une fois qu'elle est lancée. La chambre était devenue un tombeau scellé par une simple aiguille de tapissier, et à l'intérieur, le festin de chair crue avait attiré des centaines de dents affamées. Le capataz serra le col de la chemise de Basile, le soulevant presque du sol. Le tablier taché de sang pendait entre eux comme une sentence de mort. Mais le commandeur était pétrifié. Son visage, d'ordinaire si brutal, était devenu livide. Le hurlement qui continuait de résonner là-haut, derrière les persiennes closes, réveillait sa peur la plus profonde. Pour lui, ce n'était pas un cri d'homme, c'était le chant des démons qu'il craignait par-dessus tout. « Qu'est-ce que tu as fait, vieux sorcier ?» siffla le capataz, sa voix tremblant de rage et de terreur. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre ?» Basile ne répondit pas. Il regardait fixement le balcon. Il pensait au notaire.
Si Lefebvre mourait ce soir, l'acte de propriété original, caché dans les entrailles sanglantes du matelas, disparaîtrait avec lui. La preuve du meurtre de Marie et de la spoliation de la plantation serait perdue à jamais. Valmont n'aurait qu'à dire que le notaire avait été victime d'une fièvre tropicale ou d'une attaque de bêtes sauvages. La justice, la seule chance de liberté, était en train de se faire dévorer à l'étage. Pendant ce temps, à l'autre bout du jardin, M. de Valmont s'était arrêté net. Il tenait sa pelle, la terre encore fraîche collée à ses bottes de cuir fin. En entendant le cri, il comprit instantanément l'erreur monumentale qu'il avait commise en cédant son lit à Lefebvre. Il pensait l'amadouer, l'endormir dans le luxe pour mieux le tromper le lendemain. Mais il sentait maintenant que la maison elle-même s'était retournée contre ses occupants. Valmont jeta sa pelle et courut vers la grande demeure. Sa torche vacillait, projetant des ombres monstrueuses sur les façades blanches. Il ne pensait pas à la vie du notaire, il pensait au scandale. Si Lefebvre sortait de là, blessé ou pire, si l'on découvrait pourquoi les rats s'étaient acharnés sur ce matelas précisément, Valmont était un homme mort. Il devait entrer dans cette chambre. Il devait faire taire le notaire et arracher ce matelas avant que le soleil ne se lève. Mais ce que Valmont ignorait, c'est que la serrure était déjà condamnée. À l'intérieur de la chambre, le notaire Lefebvre vivait un cauchemar éveillé. Le noir était total. Il avait senti, dans son sommeil, quelque chose de lourd courir sur ses jambes, puis une douleur fulgurante à la main. En portant sa main à son visage, il avait senti une fourrure rêche et des corps grouillants. Le matelas sous lui ne semblait plus être fait de laine, mais de muscles et de griffes. L'odeur de la viande en décomposition, libérée par les morsures des rats dans le tissu, le submergeait. Il tenta de se lever, mais ses pieds rencontrèrent un tapis de corps vivants. Les rats, rendus fous par l'odeur du sang et de la chair crue que Basile avait si soigneusement dissimulée, ne faisaient plus la différence entre l'appât et le dormeur. Lefebvre hurla de nouveau, cherchant à tâtons la poignée de la porte. Il la trouva. Il tourna la clé. La serrure fit un bruit de métal qui frotte, mais le pêne resta bloqué. L'aiguille courbe de Basile, coincée dans le mécanisme, agissait comme un verrou invisible. Lefebvre frappa contre le bois massif de l'acajou. « Ouvrez! Valmont! Au secours !» De l'autre côté de la porte, dans le couloir, Valmont arriva en trombe, suivi de Clarisse et de 2 autres serviteurs portant des lampes. Il saisit la poignée, tourna sa propre clé de secours. Rien. La porte ne bougeait pas d'1 millimètre. « Lefebvre, poussez la porte !» cria Valmont, la voix brisée par la panique. « Je ne peux pas. Ils sont partout. Ils me dévorent. » Clarisse regardait la scène, le visage impassible. Elle savait. Elle voyait la sueur de Valmont. Elle voyait sa lâcheté. Elle savait que derrière cette porte, le destin était en train de rendre son verdict. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre du couloir et vit, en bas dans la cour, le capataz qui maintenait toujours Basile. Le capataz, poussé par une pulsion de violence pour masquer sa propre peur, leva son fouet au-dessus de Basile. « Dis-moi comment ouvrir cette porte ou je t'écorche ici même. » Basile leva les yeux vers lui. Pour la première fois de sa vie, le vieux tapissier ne montra aucune soumission. « Le cuir de ton fouet est sec, commandeur, mais la viande dans ce matelas est encore tendre. Si tu montes là-haut, les bêtes sentiront ta peur avant de sentir ton sang. » Le capataz recula d'1 pas. L'idée de monter dans ce couloir sombre, là où les rats régnaient en maître, le paralysait. Il lâcha Basile et se tourna vers la maison, incapable de prendre une décision. C'est alors que le loup B revint hanter la scène. Le document. Lefebvre, dans un dernier instinct de survie, se souvint de ce qu'il avait senti sous son poids en s'allongeant. Quelque chose de rigide, de protégé. Il se jeta à nouveau sur le lit, repoussant les bêtes à coups de poing, et déchira le tissu du matelas avec ses ongles et ses dents. Ses doigts rencontrèrent la pochette en toile cirée. Au même moment, Valmont, fou de rage, ordonna aux serviteurs d'aller chercher une hache. « Défoncez cette porte, maintenant !» Mais les serviteurs hésitaient. Les bruits qui provenaient de l'intérieur de la chambre étaient terrifiants. Ce n'était plus seulement des cris, c'était le son d'une curée. Et l'odeur de viande avariée, commençait à filtrer sous la porte, une odeur qui n'avait rien à voir avec un homme vivant. Basile, profitant de la confusion dans la cour, se releva lentement. Il ne fuyait pas. Il se dirigea vers l'escalier de service. Il savait qu'il devait être là quand la porte céderait.
Il devait être celui qui récupérerait le document des mains du notaire, si celui-ci respirait encore. Ou alors, il devrait s'assurer que Valmont ne puisse pas le détruire une seconde fois. En montant les marches, Basile croisa le regard de Clarisse qui l'attendait sur le palier. Elle lui tendit une petite lampe à huile. « Le maître va entrer », murmura-t-elle. « Il a la hache. » Valmont s'acharnait sur le bois d'acajou. Les éclats volaient. Chaque coup de hache résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence de la plantation. À l'intérieur, les cris de Lefebvre s'étaient transformés en gémissements étouffés. Le notaire était au sol, recroquevillé, serrant la pochette de toile cirée contre son torse, protégeant le seul papier qui pouvait encore le sauver de l'oubli. Le premier trou apparut dans le panneau de la porte. Valmont y plongea son regard. Ce qu'il vit le fit vomir sur ses propres chaussures. La chambre était un tourbillon d'ombres mouvantes. Le lit semblait respirer, gonflé par des centaines de corps noirs qui s'agitaient. Les draps n'étaient plus blancs, ils étaient marbrés de rouge et de brun. « Lefebvre !» hurla Valmont, non pas par compassion, mais parce qu'il vit le notaire tenir quelque chose de jaune, quelque chose qui ressemblait trop à un acte notarié. Valmont redoubla d'efforts. Il ne voulait plus sauver le notaire. Il voulait le silence. Si Lefebvre mourait là, sous ses yeux, et qu'il pouvait récupérer ce papier avant les autres, son crime resterait enterré à jamais. Il frappa le verrou de toutes ses forces. L'aiguille de tapissier, soumise à cette pression brutale, finit par céder. Le loquet sauta. La porte s'ouvrit avec un fracas sinistre. L'odeur frappa tout le monde comme un coup de poing. C'était l'odeur de la mort mélangée à celle de la laine mouillée et de la sueur. Les serviteurs reculèrent, lâchant leurs lampes. Le couloir fut plongé dans une pénombre vacillante. Valmont entra le premier, la hache à la main. Il ne regarda même pas le notaire qui rampait vers lui, le visage en sang, les vêtements en lambeaux. Il ne voyait que la main de Lefebvre serrant la pochette. « Donnez-moi ça », ordonna Valmont d'une voix sourde. Lefebvre leva les yeux vers lui. Dans la lueur de la torche, le notaire comprit tout. Il vit l'avidité dans les yeux de Valmont. Il comprit que le lit n'était pas un accident, mais une condamnation. Et il comprit que l'homme qui se tenait devant lui était le véritable monstre, bien plus dangereux que les rats qui continuaient de grignoter les restes du matelas. « C'est à moi », cracha Lefebvre dans un souffle. « L'acte de Marie. » Le nom de la fille de Basile fit l'effet d'une décharge électrique. Valmont leva la hache. Il allait achever le travail des rats. Il allait effacer la dernière preuve. Mais un bras sec et puissant saisit le manche de la hache par derrière. Basile était là. Le vieil esclave ne tremblait pas. Ses yeux noirs étaient fixés sur ceux de Valmont. Pendant 40 ans, il avait baissé la tête. Pendant 40 ans, il avait cousu les draps de cet homme, réparé ses fauteuils, entretenu son confort. Mais ce soir, le tapissier reprenait son œuvre. « Le lit est fait, monsieur de Valmont, » dit Basile d'une voix calme, presque douce, « et vous allez devoir vous y coucher. » Le capataz apparut à son tour dans l'encadrement de la porte. Il vit le sang. Il vit les rats qui commençaient à se disperser vers les coins de la pièce, fuyant la lumière des torches. Sa phobie luttait avec son devoir. Mais quand il vit Basile tenir tête au maître, quelque chose se brisa dans la hiérarchie de la plantation. Les autres esclaves s'étaient massés dans le couloir, leurs visages sombres et déterminés, formant un mur de silence. Valmont tenta de se dégager, mais Basile ne lâchait pas. « Capataz, tuez-le! C'est une révolte !» Le commandeur regarda Valmont. Puis il regarda le notaire mourant au sol. Puis il regarda les dizaines d'esclaves qui attendaient un signal. Il savait que si le notaire mourait et que le document disparaissait, il serait le prochain sur la liste de Valmont. Le maître n'aimait pas les témoins, et le capataz en savait trop. « Le notaire a le document, monsieur de Valmont, » dit le capataz, sa voix redevenant assurée. « Et la loi est la loi, même ici. » Valmont comprit qu'il avait perdu. Il lâcha la hache. Mais la haine ne l'avait pas quitté. Il se jeta sur Lefebvre pour lui arracher la pochette. Dans la lutte, le matelas éventré vomit ses derniers secrets. Des morceaux de viande noire et gluante roulèrent sur le parquet, suivis de l'acte de propriété original qui glissa de sa protection de toile. Le papier resta là, sur le sol taché de sang. Le loup A était enfin ouvert aux yeux de tous. Basile lâcha Valmont et se pencha pour ramasser le document. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, un bruit sourd retentit. Le plafond de la chambre, affaibli par des années de négligence et les galeries des rats,
commença à céder sous le poids de l'humidité et de l'orage qui éclatait enfin au dehors. Une poutre massive craqua. La poussière et les débris envahirent la pièce. Dans la panique, tout le monde se rua vers le couloir. Quand la poussière retomba, la scène avait changé. Valmont était coincé sous un amas de bois et de plâtre, juste à côté du lit. Les rats, effrayés par l'effondrement, revenaient vers le seul endroit familier qu'il leur restait, le matelas. Et l'homme qui hurlait maintenant n'était plus le notaire, mais le maître de la belle terre. Basile se tenait sur le seuil, le document intact dans sa main gauche, et son aiguille courbe, celle qu'il avait récupérée dans la serrure brisée, dans sa main droite. Le problème, c'est que la plantation était en feu. Un éclair avait frappé les écuries, et les flammes gagnaient déjà la grande maison. Le temps de la justice était passé. C'était maintenant le temps du jugement. La fumée noire commençait à ramper sous le plafond brisé, se mélangeant à l'odeur de chair putréfiée qui flottait dans la chambre. Monsieur de Valmont, le puissant maître de la belle terre, n'était plus qu'un homme écrasé sous une poutre de chêne, hurlant alors que les bêtes qu'il avait toujours ignorées commençaient à revendiquer leur part de son corps. Il pensait que sa fortune et son nom le protégèrent de tout. Mais il avait oublié une chose simple. On ne dort jamais en sécurité quand on a transformé la vie de ses serviteurs en enfer. Le feu qui dévorait les écuries approchait maintenant de la grande maison. Et dans cette pièce condamnée, la justice de Basile allait enfin s'achever. Le notaire Lefebvre, le visage marqué par des dizaines de morsures, rampait vers la sortie, sa main tremblante tendue vers Basile. Il ne demandait plus l'acte de propriété. Il demandait la vie. Basile le regarda un instant. Ce notaire n'était pas un saint. Il était venu pour l'argent, mais il était le seul lien qui restait entre ce crime et la loi des hommes. Sans Lefebvre pour témoigner, la mort de Marie ne serait qu'une ombre de plus dans l'histoire oubliée de la Guadeloupe. Basile se pencha et ramassa l'acte de propriété original qui traînait sur le parquet, juste à côté d'un morceau de viande que les rats avaient délaissé pour s'attaquer au maître. Il rangea le document précieusement dans sa chemise. « Sortez-le de là », ordonna Basile au capataz, qui se tenait toujours sur le seuil, pétrifié par la vue des rats qui grouillaient autour de Valmont. Le commandeur, secoué par l'autorité naturelle du vieux tapissier, saisit Lefebvre par les aisselles et le traîna vers le couloir. Clarisse aidait à dégager le passage, écartant les débris de bois enflammés qui commençaient à tomber du plafond. Mais Valmont, lui, était coincé. La poutre lui brisait le bassin et chaque mouvement déclenchait des cris qui glacèrent le sang. « Basile! Basile! Ne me laisse pas ici !» hurlait Valmont, ses doigts griffant le parquet. « Je te donnerai ta liberté, je signerai n'importe quoi, je te donnerai de l'or, tout ce que tu veux. » Basile s'approcha lentement du lit. Il ne ressentait ni haine ni joie. Juste une fatigue immense, celle d'un homme qui avait passé 40 ans à coudre les mensonges des autres. Il regarda le matelas éventré, ce nid de viande et de sang qu'il avait confectionné avec tant de soin. Les rats ne fuyaient plus. Il savait que l'homme sous la poutre ne pouvait plus se défendre. « Vous m'avez promis ma liberté il y a 10 ans, monsieur, » dit Basile d'une voix sourde. « Et vous avez tué Marie pour garder un secret que je tenais déjà entre mes mains. Ce matelas était trop confortable pour un homme avec autant de sang sur les mains. Monsieur de Valmont, j'ai simplement fait en sorte que votre sommeil soit aussi agité que le nôtre. » Un craquement sinistre retentit. Une autre partie du toit s'effondra, projetant un rideau d'étincelles entre Basile et le maître. Le feu était là. Les flammes léchaient déjà les lourds rideaux de velours que Basile avait lui-même posés quelques mois plus tôt. « Le notaire a le document, » continua Basile. « Tout le monde saura pour l'associé. Tout le monde saura pour ma fille. Vous n'êtes plus le maître de rien du tout. » Valmont essaya de répondre, mais un rat plus gros que les autres, attiré par le mouvement de sa gorge, sauta sur son visage. Le cri qui suivit fut étouffé par le bruit des flammes. Basile tourna le dos. Il n'avait plus rien à dire. Il sortit de la chambre, traversant le couloir où la fumée devenait irrespirable. À l'extérieur, la plantation était en plein chaos. Les esclaves avaient cessé de lutter contre l'incendie des écuries. Ils regardèrent la grande maison brûler. C'était un spectacle qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Le capataz était là, assis dans l'herbe, le notaire gisant à ses côtés. Lefebvre était vivant, mais il resterait marqué à vie, ses mains et son visage portant les cicatrices indélébiles de la nuit des rats. Clarisse s'approcha de Basile. « Il est encore à l'intérieur »
La maison reprend ce qui lui appartient, répondit simplement le vieux tapissier. Alors que le toit de la grande maison s'effondrait dans un fracas de tonnerre, emportant Valmont et ses secrets dans un brasier purificateur, Basile sortit l'acte de propriété de sa chemise. Il le tendit au notaire, qui ouvrit un œil vitreux. « C'est la preuve, monsieur le notaire. L'original. Valmont a tué son associé pour ce papier. Et il a tué ma fille parce qu'elle l'avait trouvé. Vous avez votre enquête. Maintenant, faites votre travail. » Lefebvre serra le document contre son torse, un mouvement instinctif d'homme de loi. Il savait que ce papier valait plus que toute la plantation. Il savait aussi qu'il devait sa vie à l'homme qu'il était censé mépriser. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une scène de désolation. De la belle terre, il ne restait que des squelettes de pierre noircies et de la cendre tiède. Les autorités de Basse-Terre arrivèrent quelques heures plus tard, alertées par la colonne de fumée. Le notaire Lefebvre, malgré ses blessures, tint parole. Il n'avait pas le choix. Trop de témoins avaient vu la scène, et le document original était indiscutable. L'enquête fut rapide. On retrouva dans les cendres de la chambre de maître les restes de Valmont, ou du moins ce que les rats et le feu avaient laissé. Le scandale secoua toute la colonie. Un propriétaire terrien qui falsifie des actes et assassine son entourage, c'était une chose, mais que cela soit prouvé par un esclave tapissier avec une telle précision chirurgicale, c'était une leçon que beaucoup n'oublieraient jamais. Le tribunal de Basse-Terre saisit les biens restants de la plantation pour payer les créanciers de l'associé assassiné. Mais le notaire Lefebvre fit une dernière chose avant de quitter l'île pour se faire soigner en France. Il utilisa son influence pour faire signer un acte officiel d'affranchissement pour Basile et Clarisse. Ce n'était pas de la générosité, c'était le prix de son silence sur certains détails de la nuit, notamment sur l'origine étrange de la viande dans le matelas. Basile reçut ses papiers de liberté un mois plus tard. Il ne demanda rien d'autre. Il ne réclama ni dédommagement, ni excuse. Il prit simplement son sac d'outils, son aiguille courbe qu'il avait soigneusement nettoyée, et quitta la propriété sans jamais jeter un regard en arrière. On raconte que Basile s'installa dans un petit village sur la côte où il continua à travailler le cuir. Mais il ne fabriqua plus jamais de matelas. Il disait que le sommeil était une chose trop fragile pour être confiée à des mains d'hommes. Clarisse, elle, partit vers le nord. Elle emporta avec elle un petit ruban que Basile lui avait donné, le dernier souvenir de Marie. Elle vécut libre, portant en elle l'histoire de l'homme qui avait su transformer la couture en une arme de justice. La morale de cette histoire est cruelle, mais elle est vraie. La négligence envers les petits détails finit par nourrir les grands monstres. Valmont pensait que les personnes qui l'écrasaient n'étaient que de la laine sous ses pieds, des objets destinés à son confort. Il a oublié que ceux qui préparent à votre lit sont aussi ceux qui connaissent vos secrets les plus intimes. Le crime parfait n'existe pas quand on laisse des traces dans le lit où l'on dort. La cupidité de Valmont lui a fait oublier que le pouvoir ne protège pas contre les dents de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Aujourd'hui, si vous visitez les ruines de certaines anciennes plantations en Guadeloupe, on vous dira peut-être de ne pas trop vous approcher des murs creux. On vous dira que les rats y sont plus gros qu'ailleurs, et qu'ils se souviennent encore du goût de la viande royale. C'est une légende, bien sûr. Mais quand vous vous coucherez ce soir, vérifiez peut-être que votre matelas ne cache rien d'autre que de la laine. Parce que parfois la vengeance ne crie pas. Elle gratte, elle attend. Et elle finit toujours par trouver un chemin à travers les coutures. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que la justice finit toujours par trouver son chemin, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits de justice historique. Et dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez. Nous lisons chacun de vos messages.